Bonjour à tous, bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, on va évoquer, on en parlait à 7h30, la politique familiale du gouvernement, une politique qui est confrontée à la baisse de la natalité, désormais observée d'année en année. On dit que c'est les pires chiffres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on a d'ailleurs la tendance déjà pour 2023, alors que 2022 avait déjà marqué une baisse et que le premier semestre n'était pas bon ? Ce qui est vrai, c'est que depuis 10 ans, vous avez une baisse de la natalité qui s'est aggravée. 2022-2023, on a du mal d'ailleurs encore à en expliquer les facteurs. Ce qui m'importe, c'est qu'en fait, on a un décrochage aujourd'hui entre le nombre d'enfants qu'on désire avoir et puis le nombre d'enfants qu'on a réellement. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne mieux les futurs parents. C'est la raison notamment du congé familial que j'ai pu annoncer. Et puis surtout que les parents se sentent soutenus, qu'il y ait une société aussi beaucoup plus bienveillante vis-à-vis des parents et vis-à-vis des enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes attentive aussi au mouvement qui se développe, par exemple, de jeunes qui ne veulent pas, qui assument le fait de ne pas vouloir d'enfants ? Il y a un mouvement qui s'appelle No Kid, par exemple, qui a un certain succès. Est-ce que c'est une tendance qui existe et face à laquelle vous devez aussi réagir ? C'est une tendance qui reste très minoritaire. En réalité, je pense qu'elle est peut-être surreprésentée médiatiquement. Par contre, on a toujours eu à peu près 5% de personnes qui disaient que quoi qu'il arrive, ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Et c'est totalement respectable. L'idée, c'est pas de culpabiliser ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Mais c'est pas non plus de culpabiliser ceux qui veulent devenir des parents en leur disant qu'ils enfreindraient la planète en le faisant. Donc il faut un moment être modéré. Mais ce n'est pas un phénomène en augmentation compte tenu de tout ce qu'on dit sur le réchauffement climatique. En tout cas, c'est pas un phénomène qu'on mesure comme étant en augmentation tendancielle. Non, je crois qu'il faut juste un peu plus de bienveillance, notamment vis-à-vis de ceux qui, eux, ont envie d'avoir des enfants. Je rappelle qu'il y a quand même un couple sur 4 aujourd'hui qui souhaite avoir un enfant qui n'y arrive pas. C'est la question de l'infertilité, c'est un tabou, c'est vécu beaucoup comme une forme de maladie honteuse, alors qu'en fait, on peut accompagner, on peut soutenir, et je crois que ça, c'est vraiment notre responsabilité. Alors, pour donner envie financièrement, si j'ose dire, d'avoir des enfants, vous avez annoncé cette semaine, vous le rappeliez à l'instant, la création d'un congé familial. Alors qu'on se comprenne bien, ça ne remplacerait pas le congé parental, si j'ai bien compris, ça viendrait à côté. Et surtout, vous avez dit que ce serait mieux rémunéré que l'actuel congé parental, qui est aujourd'hui de 429 € par mois. Est-ce que vous pouvez être plus précise, Madame Berger, ce matin ? Ça veut dire quoi, mieux rémunéré ? Alors, beaucoup mieux rémunéré. Aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il y a le congé maternité, évidemment, un congé paternité, et au-delà, il y a un congé parental qui peut aller jusqu'à 2 ans ou 3 ans s'il est partagé entre les 2 parents. Le problème, c'est qu'il est rémunéré au maximum à 430 € par mois. Quand vous gagnez 2 000 ou 3 000 € de revenus et que vous venez d'avoir un enfant, ce qui en général coûte un peu cher, vous pouvez difficilement basculer avec uniquement 430 € d'indemnisation. Donc l'idée, c'est de dire on crée un droit supplémentaire, un droit nouveau pour les parents, de manière à ce que, après le congé maternité et paternité, ils aient enfin un congé familial qu'ils puissent prendre soit en même temps, le père, la mère ou les 2 parents, soit successivement l'un après l'autre, mais qui soient beaucoup mieux indemnisés. L'objectif, c'est-à-dire, et j'ai lancé bien sûr, il faut parler chiffres à un moment donné. Il faut parler chiffres, c'est pour ça qu'on a lancé des concertations avec les organisations syndicales et patronales. L'idée, c'est évidemment que ce soit proportionné au niveau de revenus que vous aviez auparavant. Parce que c'est comme ça que vous avez la possibilité. Si par exemple vous gagnez 2 000 €, vous arrêtez prenons un cas pratique. Alors, c'est ça qu'on est en train de définir avec les organisations, mais on ira bien au-delà des 430 € qui sont aujourd'hui le maximum, quel que soit votre niveau de revenu. Et surtout, l'idée, c'est vraiment que ce soit proportionné à votre dernier salaire. Et je crois que c'est important parce que si vous envisagez d'avoir un enfant, la première question aujourd'hui que vous vous posez, la première angoisse, c'est comment je vais pouvoir faire garder mon enfant je me permets d'insister. Et est-ce que je vais avoir du temps auprès de mon enfant ? Là, se dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs mois auprès de son enfant, qu'on soit le père, la mère, l'un des 2 parents, eh bien, je crois que c'est assez déterminant. Proportionné, ça pourrait être quoi ? La moitié d'un salaire ? On est en train d'y réfléchir le mieux possible, de manière, encore une fois, à ce que les familles, notamment les classes moyennes, ne renoncent pas à la possibilité, parce que c'est un droit, ce sera une liberté nouvelle qui leur sera accordée, de passer du temps auprès de leur jeune enfant. Que ce soit le père ou la mère, disiez-vous, Bien il sûr. y a 1%, on l'entendait dans le reportage de 7h30, des pères qui prennent ce congé parental. Donc c'est plus que l'écrasante majorité. C'est aussi très lié à la question de l'égalité professionnelle. Quand vous continuez à avoir des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, si le salaire le plus important reste celui du père, eh bien évidemment, la corrélation, c'est que c'est plus difficile de vous arrêter quand vous êtes le salaire le plus important. Donc c'est les 2 sujets qu'on doit affronter de front. C'est la question évidemment de l'égalité salariale professionnelle entre les femmes et les hommes. Le fait qu'il faut sortir de cette logique qui fait que quand vous êtes une femme et que vous avez un enfant, vous avez une rupture très violente dans votre progression en termes de carrière.
et faire en sorte aussi de mieux rémunérer, de mieux indemniser ce nouveau congé familial. Il y a aussi le sujet des familles monoparentales, des familles recomposées, du rôle des beaux-parents, tout ça c'est dans votre portefeuille. Comment vous faites connaître cette politique ? Aujourd'hui, vous êtes là pour en parler, mais est-ce que tous les Français connaissent les dispositifs que vous voulez proposer ? Aujourd'hui il y a le congé familial. Comment vous allez mieux faire connaître cette politique ? Je crois surtout qu'aujourd'hui il y a trop de dispositifs et que les parents se sentent un peu paumés, si on se dit les choses, sur comment je peux être accompagné, mieux soutenu, les 1000 premiers jours de la vie de mon enfant, la question de l'adolescence, la question des moments clés de la vie des familles. C'est pour ça que moi je veux engager un tour de France de la parentalité. Un tour de France de la parentalité. Aller dans les villes qui expérimentent des choses qui sont nouvelles. Vesoul, ils sont extrêmement engagés sur la parentalité. À Arras, ils ont développé des programmes sur les 1000 premiers jours. Au Havre, ils sont engagés sur les maternités précoces. Donc l'idée, c'est d'aller partout où, encore une fois, on a des villes qui innovent et mettre autour de la table des magistrats, des pédopsychiatres, les parents, les associations familiales, les enseignants, tous ceux qui finalement créent une alliance autour de nos enfants et autour des parents. Ce Tour de France que vous nous révélez ce matin, vous allez vous-même donc l'incarner, allez vous rendre dans ces villes. Bien sûr, dès début décembre, l'idée c'est d'engager le maximum de débats possibles, de manière à ce qu'on identifie avec les parents ce qui bloque aujourd'hui. C'est une sorte de grand débat dont parfois il n'est pas sorti de décisions toujours très concrètes. Il est sorti des décisions concrètes et l'idée c'est encore une fois qu'on ait non pas un empilement de dispositifs mais de la clarté dans ce qu'on met en œuvre pour accompagner les parents. L'idée c'est pas encore une fois d'empiler ou de créer des nouvelles choses, c'est de regarder concrètement ce qui fonctionne en mettant autour de la table les bons acteurs, des acteurs qui parfois ne se parlent pas, les acteurs du monde de la justice, du monde éducatif, des élus locaux, des pédopsychiatres, de manière tout simplement à être plus présent, parce que c'est aussi un enjeu de politique publique. Puis vous l'avez dit, d'autres très beaux chantiers. Il y a 800 000 familles recomposées. Ça pose par exemple la question du statut des beaux-parents, qui parfois les ont élevés depuis le tout commencement de la vie de l'enfant, mais qui n'ont pas de lien avec eux, qui ne peuvent pas faire de donations, qui se posent la question de la succession. Donc ça, vous voulez le réformer ? Évidemment. Ministre des Solidarités et des Familles, vous êtes concerné par tous les stades de la vie, de son commencement jusqu'à sa fin. La question de la fin de vie, elle est dans l'actualité, puisque Emmanuel Macron a promis un projet de loi avant la fin de l'année. Est-ce que vous confirmez qu'il y aura une loi qui sera proposée au Conseil des ministres sur la fin de vie avant le 31 décembre ? Il y a un engagement qui a été pris, faire en sorte que dans ce mandat, surtout, on puisse mieux réfléchir à comment on fait en sorte d'accompagner cette fin de vie. Ce qui n'est pas uniquement la question de l'aide active à mourir, qui est comment on accompagne mieux sur les soins palliatifs. Moi, ce qui me concerne, c'est comment on accompagne aussi beaucoup mieux les familles. C'est pas uniquement la personne, c'est aussi tout l'entourage, toute la famille qui doit être beaucoup mieux soutenue, ça, ce sont les principes, accompagnée. Madame Berger. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes favorable à l'instauration du suicide assisté, puisque c'est une des options qui est sur la table aujourd'hui, à titre personnel? C'est un débat qu'on aura et qu'on a au sein du gouvernement. Moi, je vous dis, ma préoccupation, et celle qui sera la mienne, très clairement, c'est qu'on ait un débat extrêmement respectueux. Et notamment, j'y tiens à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne peut pas tomber dans la caricature ou dans l'hystérie sur un sujet qui est aussi intime et aussi sensible. On respecte du coup les opinions. Et encore une fois, moi je suis aussi la ministre des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes qui sont les plus vulnérables. Et il faut qu'on soit très attentif à la manière avec laquelle on accueille aussi toutes les fragilités dans notre société. On en vient au sujet d'actualité le plus brûlant du moment, la guerre entre Israël et le mouvement Hamas et ses conséquences en France, alors que les actes dirigés contre les symboles et les personnes juives ont explosé ces derniers jours, depuis le 7 octobre. Est-ce que vous serez présente à la marche contre l'antisémitisme dimanche à Paris ? Oui, bien sûr, j'y serai présente. C'est pour moi une évidence. Je pense que la question, c'est pas tellement qui va être présent, mais pourquoi on y va et pour qui on y va. Quand même. Il y a un malaise. Vous le voyez notamment autour de la présence du Rassemblement national. Olivier Véran, votre collègue porte-parole du gouvernement, a dit qu'il n'y était pas bienvenu, le RN. Et pourtant, il sera là. Moi, ce que je dis juste, c'est que je ne veux pas que la présence de certains ou l'absence des autres fasse qu'on parle plus de ça que de pourquoi on va marcher, de pourquoi on va manifester et de pour qui on le fait. J'ai apporté ce portrait. Ce portrait, c'est celui de Mia. J'ai rencontré sa maman et son papa. Et son frère, pardon. Sa maman et son frère. Le 7 octobre dernier, il y a 40 Français. Il y a 40 Français qui ont été assassinés, qui ont été exécutés. Et il y a encore 8 Français qui sont retenus en otage. Je veux qu'on voit leur visage, je veux qu'on entende leur nom, je veux qu'on entende leur famille, parce que la vie de ces familles, elle s'est arrêtée le 7 octobre dernier. Ce sont des gens qui ne dorment plus, qui ne vivent plus. C'est une mère qui est angoissée tous les jours de se demander ce qui se passe pour sa fille qui est retenue dans la bande de Gaza. C'est pour cela qu'on doit aller manifester et c'est pour cela qu'on doit être
très nombreux dans la rue dimanche. Il ne faut pas qu'il y ait que des politiques. Il ne faut pas qu'il y ait, je le dis très clairement, qu'il n'y ait que des juifs qui viennent dimanche manifester. Il faut que tous les Français se sentent concernés par la question de l'antisémitisme et de la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Mais est-ce que vous comprenez aussi les réticences, notamment à la France insoumise, de ceux qui disent que si on va à cette manifestation, c'est qu'on soutient un gouvernement israélien qui aujourd'hui bombarde la bande de Gaza avec aussi des victimes civiles très importantes. La France insoumise utilise tous les prétextes pour ne pas marcher contre l'antisémitisme. La France insoumise, de manière évidente, essaye de flatter des bas instincts qui sont en train de se réveiller dans notre société. Flatter l'antisémitisme, c'est dégueulasse. Voilà. Aujourd'hui, on a des concitoyens juifs dans notre pays qui changent leur nom sur leur boîte aux lettres et sur leurs interphones, qui changent leur nom sur Uber ou sur Deliveroo parce qu'ils ont peur. Donc si on n'est pas tous en capacité de faire bloc, de le dénoncer, de dénoncer de manière très claire les actes terroristes du 7 octobre dernier perpétrés par le Hamas, où 1400 personnes ont été exécutées, assassinées et 40 Français, encore une fois, je le rappelle. Je crois que c'est important qu'on soit très nombreux dimanche. Merci, Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, donc dans le gouvernement. Bonne journée, suite de Télématin. Merci à tous les deux. Il n'y a pas que les politiques qui doivent marcher dimanche, il n'y a pas que les Juifs qui doivent marcher dimanche. C'est toute la France qui doit marcher contre l'antisémitisme, a dit Aurore Berger. Voilà pour la politique. Et maintenant, un cours de communication avec Thomas et Hervé. Bonjour Thomas, avec un sondage que je dois